comme disait Héraclitos, nous oublions même ce que nous faisons en éveillé tout en étant endormis. Nous les oublions, nos rêves aussi. Effectivement, ce matin, j'étais assez sûr de ne pas oublier ce que j'ai vu d'une manière très détaillée, en forme bien sûr, en rêve. Et j'étais sûr, j'ai fini, j'ai fait une voiture en arrière et j'ai reconnu toute la trame de mon rêve et j'étais sûr que je veux m'en souvenir parce que c'était trop clair et insistant. Là, après un moment d'engourdissement et de réveil, j'étais toute prête pour recommencer mon travail, là où j'étais resté pour en faire la forme finale et idéalisante, c'est-à-dire qui, dépassant toutes les séquentialités, fragmentarités et des, disons, narrations, récits, anecdotes, ce qui laisserait quelque chose de secondaire, hein, parce que j'avais découvert finalement une ligne conduite qu'on peut, si on veut, interpréter, qu'on peut interpréter comme une légende par rapport à une image, mais au fond, il ne s'agit que de l'image, un mouvement kinésiste qui joue un rôle de légende, au sens de Roland Barthes. C'est-à-dire que celui qui guide, au fond, dans cette nouvelle scène de trame, c'est l'enchaînement des images, mais non pas des images saccadées, mais à une continuité que je dirais organique, des boules en mouvement qui font des lignes et des autres boules en forme d'écriture continuelle et sans interruption, mais avec changement de cercles et de lignes ondulantes et qui répètent les petites boules et les grandes boules qui les encerclent, et ce sont des phrases, des petites syntagmes grammaticalement parfaites, une langue extraterrestre, alors qu'il s'agit de faire comprendre tout simplement, sans avoir autre recours à des images circonstancielles, à des saisons, à des moments, à des atmosphères. Tout était dans cette écriture-là, qui n'est plus phénicienne, c'est-à-dire les sigles arbitraires des maçons qui travaillent dans les grands travaux de construction d'Égyptiens qui laissent leur marque sur la terre cuite, et ça devient leur initiale, c'est leur nom propre, c'est leur vie en son entier, c'est leur vision du monde, c'est leur différence, et c'est selon leur différence par rapport aux autres sigles, donc qu'ils ont un rapport qui fait un alphabet. C'est ça l'alphabet phénicien, qui est né d'un douloureux travail d'inconscient, c'est-à-dire le travail normal. Vous ne travaillez pas pour faire des renommées et des grands bouleversements dans la science et dans l'épistémologie, mais vous faites votre tâche seulement. How now?
know-how, etc. Vous le mettez sous la pierre avec lesquelles vous êtes déjà devenu un, parce que c'est pendant tout le temps de travail, vous n'avez affaire qu'à une scalp et quelque chose qui incise la terre ou bien qui les moule. Et votre grand espoir final, c'est laisser votre trace et passer à une autre matière brute à mouler. C'est votre travail et c'est votre vie. En Égypte, à Babel, pourquoi pas dans une bande de production de industrie de reproductibilité en masse. Et votre visage, j'imagine votre visage, non, dans mon rêve, il n'y avait même pas de visage, il n'y avait que, pour moi en fait, moteur premier, pour aller vite et sans tomber dans la faute d'orthographe, dans la faute de mise en encadrement de effets paragonal et de certains accélérateurs de la vérité à l'œuvre pour accéder à une œuvre qui sera votre ergon, votre œuvre, c'est-à-dire encore votre petite vie. Donc, sans entrer dans les détails des conditions de émergence de votre conjoncture de vie, franchement précaire et éphémère, et vous n'êtes pas d'ici, c'est-à-dire que vous pouvez être chassé. Vous pouvez avoir à tout instant décret d'avoir évacué immédiatement les lieux ou bien de rester dans une cellule pénitentiaire parce que vous n'avez pas assez bien fait votre travail dans une vitesse voulue. Parce que le pharaon vient de mourir et son œuvre monumentale, le tombeau, n'est pas encore fini. Alors qu'on peut l'enterrer dans un coin, dans le milieu du pyramide, mais on peut continuer à les construire. Après, on peut toujours négocier entre les hommes. Voilà, la négoce. En vue d'un sigle qui est leur sien, et qu'on apprend, bien sûr, hiéroglyphes égyptiens, quoi qu'on ne croit pas à le contenu, ça raconte quelque chose et vous le comprenez quand même, à force de choses. C'est pas votre langue, mais vous le comprenez, vous travaillez là. Alors que vous mijotez à côté, c'est-à-dire au sous-bassement, une autre fabrique de signes qui serait communicable entre les maçons, disons clairement les Phéniciens
c'était un peuple de côte méditerranéenne. Ils n'étaient pas des esclaves d'Égypte. Là, une partie peut être comme dans la Côte d'Ivoire, peut être attrapée par force. On peut les amener aux États-Unis, à l'Amérique, pour faire travailler dans le champ de coton. Là, vous pouvez siffler, chanter dans la nuit, dans la claire de nuit, et vous pouvez communiquer en toute langue africaine pour savoir si un rossignol dans la nuit va vous comprendre et répondra par le sifflement pareil qui est là dans la forêt. Tout est tranquille, on va y retourner, on fait comme si on était dans notre forêt originaire. C'est ça un peu ce qu'on appelle la différenciation dans l'évolution du signe et dans la simultanéité et dans la diaconie. On comprend bien, très bien la signification et l'idéologie, l'au-delà est décrit à partir des éléments d'ici-bas reconnaissables dans une écriture hiéroglyphe. Vous n'êtes pas égyptien, mais vous comprenez ce qu'ils disent, en quoi, dans quoi, vers quoi vous travaillez quotidiennement, mais vous fabriquez, voilà, vous mijotez, je disais tout à l'heure, je crois que c'est une sorte de coup d'État, mijoter tous les cuisiniers d'en bas d'une manoir mijotent en cuisinant, ils font des considérations en langue chiffrée. C'est ça. Il n'y a que des romans anglais qui racontent ça, ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, phénoménologie de l'en bas, traduit en langue de la phénoménologie de la bassaise, qui fait ensuite, bien sûr, le grand sujet des romans anglais. Voilà, hein. Littérature, la lettre, la destinance des endroits, c'est-à-dire des sifflements dans une claire de nuit, et des retrouvailles des rossignols et des clapitons. Les sonorités de vagues, de littoral, disons, comme je n'ai pas pu prononcer le mot clapitement, c'est-à-dire la voix des eaux mouvementées, d'une répétition ondulante qui donne oui, une tranquillité de l'âme, paisible repos, et qui vous pensez sous la contemplation des étoiles, de faire des lignes, non pas arbitraires, mais des conjonctions, disjonctions, des petites assemblages combinatoires, vous les combinez avec ceci, vous les décombinez, et avec cela,
et vous en faites des figures et vous en donnez finalement ce qu'on appelle le repos. Si c'est pas comme le mien, sinon c'est torture. Mais de toute façon, en nous rêvant, nous reposons les yeux et nous expérimentons ce que nous serions capables de voir si nous étions aveugles, même nés aveugles. C'est ça, une économie des yeux qu'on peut rajouter facilement une mélodie en bas de page pour en fortifier l'effet. Mais dans mon réveil, avec tant de travail quotidien qui m'attend, j'ai pas pu assez réfléchir comment je vais faire. Peut-être en animation filmique, en cinéma, en animation, comme j'avais fait dans mes débuts, en grattant une pellicule continuellement et en obtenant des diverses couches de couleurs sur la pellicule, en enlevant soigneusement avec une lame les différentes couches, essayer d'en écrire continuellement, et la conséquence était extrêmement facile et étonnant. Et j'espère que c'est bien gardé, ce film intitulé Cinéaste. Et le désastre, quoi. Cinéaste. Cinéaste, c'est une mot-valise qui composait des cinéastes et des astres. Donc les astres cinématographiques m'occupaient donc depuis très longtemps. Ce film, cinéaste et spectateur, la technique dont je parle est appliquée sur un film acheté à bon prix dans une brocante à Paris, porte client je crois, et appliquée sur cette pellicule en ajoutant une lecture de poème intitulée de la même façon cinéaste et spectateur. Mais ce matin, j'étais pas dans le mode de souvenir, mais d'une activité pleine, d'une praxis visuelle, mais prévisuelle au sens pré-réflexif, c'est-à-dire sans un montage, sans une vue finale, un processus en tant qu'une technicité possible, sans avoir touché à aucun matériel, c'est-à-dire dans le rêve, en me réveillant. Non, il ne s'agit pas là, mais quand je dis rêve, je pense une grande poème en prose de Melchior de Tandai en me réveillant d'une siesta. Là, il s'agit d'un rêve d'or, un rêve dont l'objet est l'or. Pourquoi je dis ça? Parce que j'étais en train de lire tous les fragments de Héraclite. J'étais dans la moitié de livre et je suis tombé effectivement sur cette histoire de l'or. Et notre pré-socratique disait altın mal altınla nasıl değişirse her şey ateşle değişir, ateş her şey. Donc
tout s'échange avec le feu, et le feu s'échange avec tout. Comme toute marchandise s'échange avec l'or et l'or avec les marchandises. Pour moi, maintenant, c'est dogmatique ce qu'il dit. Mais Melitjev de Tandai, effectivement, il va tellement loin dans sa phénoménologie de description de son rêve de l'or, en se réveillant comme moi d'un siesta. Le mien c'est un nocturne, ça change pas grand chose, mais quand même l'or c'est plus diurne, le soleil, etc. Là, il faut que je revoie ce texte formidable que je me suis promis depuis très très longtemps de faire une analyse très détaillée, mais j'en ai esquivé sauf quelques fragments que j'ai quand même cités dans ma vie en bas des pages, ne serait-ce qu'en bas des pages. J'ai consacré un grand article sur la poésie de Melitjev de Tandai, mais Odysseus, dont les bras sont attachés, était plutôt dans le centre. Et l'autre, Gilgamesh, bien sûr, c'est extraordinairement riche comme poète, Melitjev de Tandai. Même ce poème en prose, trop long pour être une poésie, c'est un véritable bouleversement dans la littérature turque. C'est rare, je n'arrive pas à trouver un équivalent dans la littérature occidentale. C'est extrêmement sérieux. Même pas chez Borges, qui est très iranien encore. Et il faut que je le dise par une inadvertance, un expectness de trop de travail depuis quelque temps. Il est vrai que j'ai fait un journalisme philosophique, mais j'avais oublié le titre de ce film que j'avais publié. Et c'est seulement en regardant qui a visionné quoi, que j'ai vu citer première fois dans ma vie le titre de mon film, journalisme philosophique. J'aimerais bien savoir qui l'a visionné pendant 5 minutes au moins, mais il a bien fait, je lui remercie beaucoup parce que sûrement il est très intelligent de vue la fréquence de publication dans ce dernier temps des films. Effectivement, il a compris qu'il s'agit d'un journalisme philosophique, mais en plus, un film sous ce titre est déjà consacré il y a des années. Bon, si je n'étais pas philosophe, si je n'étais pas ceci, etc., j'avais plein de capacités, effectivement. J'ai diminué mes capacités seulement en philosophie. J'avais une veine d'agriculture, élévateur, pourquoi pas. Mais j'avoue, mon préférence, une certaine électivité par rapport à la plante, l'herbe, surtout toutes sortes de plantes, même les algues.
Oui, Héraclite disait que l'eau de la mer est pure et à la fois très composée. Et le poisson peut le boire abondamment, mais l'homme, s'il boit, il meurt. Voilà. J'aime bien savoir ce genre de simple sagacité et pour vivre dans la nature, bien sûr, avec quelques préceptes qui valent comme morale de vie et pourquoi pas pour ce jour. Je ne suis pas un homme de production, mais il faut que chacun produise quelque chose, mais dans un séjour paisible quand même. Je compte, je suis dans un lieu privilégié à la production de laquelle je n'ai aucune contribution, donc je ne peux pas pleurer selon l'Ancien Testament à leur disparition. Je compte 1, 2, 3, 4, 5 et demi grandes palmes. Les 4 sont trop anciens et je ramasse leur cœur d'artichaut, si je puis dire, leur fleur fanées. On peut bien sûr photographier, mais je n'étais pas toujours photographe. Je m'intéressais depuis mon enfance à la reproduction de la plante. Et j'ai découvert qu'il se reproduisait avec les vraiment péniblement petites grains que j'ai dispersés dans le vent. Surtout que juste en face, c'est pas la première fois que je viens ici, j'enregistre des moments très intenses ici. On a brûlé encore la moitié de 3, 4 arbres, et l'autre moitié c'est encore plus devenu abondant. Et j'avais de manière erronée l'appelé utile cet arbre idée, et aujourd'hui j'en ai ramassé les fruits abondamment pour la première fois parce que son goût non mature très aigre. Après, maintenant c'est très bon pour le thé, assez sucré et devenu jaune, rouge à peu près. Voilà, ma vie, tout simplement était ça, avant de devenir un philosophe déridien. Dans une terrasse de café en passant à Port-Royal à Paris, un ancien ami m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je fais la philosophie. « Ah, quel genre de philosophie ?» Du genre déridien. « Ah, vous êtes polémologue ?» J'ai dit « Oui ». Alors que je n'ai aucune affaire, enfin rien à faire avec la polémologie. Mais c'est vrai que une grande tâche de la philosophie, c'est aussi surmonter les polémiques, c'est-à-dire quiproquos, discussions, réfutation, etc. Les gens détestent ce genre de choses apparemment. Les gens veulent des sages, bons gens. Moi, je suis devenu à l'âge de sage, barbu, donc on peut respecter loyalement. Bon, soyons sérieux. Je trouve dans mon profil extraordinairement des ressemblances avec le profil assez obscur de Héraclite. Ce sont que de dénominations péjoratives, bien sûr.
il connaissait la marchandise, il connaissait de l'or, il n'était pas assez présocratique. Il avait une vie urbaine, il y avait une métallurgie, donc il était beaucoup plus tardif que Héphaïstos. Il n'était pas de la civilisation de Mycène, il n'est pas tombé dans l'oubli, il était dans l'Éphèse. Éphèse était une sorte de Philadelphia par rapport à Jérusalem où Marie elle est venue là. Voilà une petite détail qui vaut de l'or. Héraclite a écrit son livre, a composé son livre, et il a laissé dans le temple d'Artémis. Hein. Son dieu est défini, Artémis. Bien qu'il critique la manière de concession religieuse de ses contemporains, et il ne nie pas que ce genre de concession rituelle peut faciliter à accéder à Logos. Bon, ce sont des intéressants, importants détails. Et il a déposé, comme on dépose son livre dans une bibliothèque, comme il n'y a aucun espoir, bien sûr, de le faire publier, de le faire multiplier par les disciples qui n'existent pas. Il se promène, il vit quasiment en nature et il se nourrit avec les grains des plantes. Il a des œdèmes. Il descend dans la ville comme une scène, n'est-ce pas, qu'on représente très bien dans l'iconographie chrétienne, n'est-ce pas, c'était plutôt Saint-Antoine, les tentations de Saint-Antoine. Il descend dans la ville pour voir un médecin finalement. Un médecin le voit son état depuis des années et il divague comme un juif errant dans la forêt. Il ne le traite pas, il ne soigne pas du tout. Il a des œdèmes, c'est un savoir ontologiquement répété en ce qui concerne la chose tangible dans la biographie de Héraclite. Mais imaginez cette haine crualité de la ville d'Éphésos, que nous possédons actuellement à l'intérieur de nos frontières. Venez voir la cruauté d'Éphésos de Héraclite. Aujourd'hui, c'est encore plus cruel. Toutes nos villes, toutes nos petites countries, toutes nos petites littorales, c'est encore plus inconnaissable que le littoral grec. Mais c'est tandis que les Grecs, ils ont des îles Égée qui ne savent pas compter. Il peut y avoir des petites showrooms, Yozgat dans ces îles que vous pouvez sentir vraiment turcité de la grécité à la manière d'un approfondissement dans la lecture d'Homéros, par exemple, par vos propres yeux et d'une expérience de première ordre, et non pas second hand. İkinci yeni
Voilà, voilà. Hmm. Vous pouvez venir comme Lord Byron. Vous pouvez venir comme Ernst Renan. Comme vous avez une race en supériorité plus supérieure de toutes les races, vous pouvez survoler, surplomber tous les côtes, tous les sites archéologiques et bien sûr vous pouvez être arrêté aussi à un moment donné, comme dans les films de Orient Express. Vous pouvez devenir encore plus connu, qui a fait son advertorials pour son nouveau roman. Voilà. Alors, j'ai une faible pour Tennessee Williams. Voilà que je n'attendais pas comme première phrase. Oui, on sait que j'avais depuis longtemps écrit une tragédie, mais comme je me battre dans des tragédies, je n'ai pas de temps pour écrire une tragédie. De traverser des tragédies, je n'ai pas eu l'occasion d'en écrire une. Et je suis tombé, bien sûr, ridicule parmi les hommes qui me traitent de rêveur. C'était juste après 15 juillet éternel de notre histoire récente, dans laquelle on ne manque jamais aucun désastre. Bon, soyons sérieux, allons scolastiquement. Scène première. Donc, selon mes rêveries, ou bien le chat sous le toit, soit dans le métro quelque chose, et l'autre, bien sûr, ce sont des adaptations des tragédies shakespeariennes. La nuit d'une été, bon, je parlais uniquement d'un instrument musical dans la tonalité qui m'a marqué. Voilà. Tennessee Williams, ce n'est qu'une occasion. Et avec une adaptation au cinéma d'une de ces pièces de théâtre, au Miami, soit au tropique, il y avait Elizabeth Taylor, il y avait une certaine, je crois, c'est certain Marlon Brando, une certaine Richard Burton, là, je suppose. Donc, cette fois, et avec une nappé indigène, bien sûr. Ça se passe dans une plage de coco, dans le Pacifique, avant la bombe atomique ou après la bombe atomique, ça on ne sait pas. Il y a une clair de lune, il y a l'océan, il y a des sables, il y a bien sûr la femme, il y a 2 hommes, ou bien un homme plus un indigène. Mais c'est la musique qui compte. La musique, il ne s'agit que de tam-tam. Je vais essayer de décrire l'instrument en fait. Il s'agit d'une certaine courgette d'eau naturelle, donc vidée,
séchée est remplie de certains grains, également séchés de diverses tailles, et dont l'utilisation ne consiste que à osciller avec deux mains à droite, à gauche, à droite, à gauche, en bas, en haut, c'est tout. Ça suit tout le mouvement musculature et ça donne une jolie tintamarre de nuit. Pourtant, c'est pour l'occasion de faire bouger Vénus de ses écus. Voilà. La scène primordiale pour mon adolescence, c'était ça. Boum, boum, boum. En vrai, c'était pas cette scène, c'est assez intellectuel, très, très saisissant. Mais le mien vrai, c'était un peu plus délabré. Il s'agissait, non pas d'Elizabeth Taylor, mais Liza Minnelli avec son film Adieu Berlin, encore une adaptation d'un roman. Voilà. Disons que Liza Minnelli aussi, c'est le deuxième acte. On est en train de faire une tragédie. Donc, par logicité logique, troisième acte, qu'est-ce que devrait être? Arriver, venir, mais où? Le fond, bien fait. C'est-à-dire, si j'étais peintre, j'avais... On est déjà mon tableau avec les petites clapements des vagues, des reflets de la lune, la nuit et cocotier, et une femme ondulant et deux hommes dont l'indigène qui joue des tam-tams. Disons, un instrument de percussion quand même, que je suis en train de fabriquer actuellement en ramassant de divers grains de cocotiers, de palmes, en séchant soigneusement à la maison et en testant tous les jours leur sonorité sans avoir trouvé un récipient qui va les recevoir avec quand même une très mince, comment ça s'appelle, une peau d'intestin d'une mammifère avec les poils de ces toisons bien tendus sur cette courgette séchée, et il manquerait que quelques fils de la queue de cheval pour en vivre encore Kabakyaman. Voilà, je vous ai fait une description totale de la logicité logique en forme gestalt de Kabakyaman, notre instrument musical un peu inusité qui ressemble à quoi? Luthier, bien sûr, un luth. Voilà, scène complet, 14, 4e chapitre complété. Là, il manque quoi? Il manque quelques pas en arrière, quelques mouvements à gauche, quelques attouchements, quelques rapprochements, quelques réflexions des cheveux au vent et quelques scansions des petites pluies de la mer à l'intérieur de la mer qui vibre d'être mer, les eaux.
Eh bien, bah oui, Héraclitien, un tir, Héraclitien, un tir, lire, un tir, Héraclitien, tout est tendu, tout est oscillant, tout est comme la finalité ultime, la mort, est entièrement en vibration ondulante, avec le cocotier, avec les petits yeux au fond du forêt qui regarde, qui clignote et tout, la lune est là et les vagues et l'intérieur de l'océan invisible là où il y a toutes sortes d'observateurs. 5, acte 5, complété, rideau. D'où je veux en venir. Plein, vide. Être, néant. Être, rien. Table complète. Jeu des ombres. Image découpée, moumontée, donnée en kinésis. Une trilogie qu'on peut figurer les contours transposés en mémoire des totems, déformés en abstrait. Et se mettre en distance et changer d'espace et en avoir des tintaillements lointains d'une mémoire intériorisée, intériorisante et répéter le mouvement abstrait dans une phrasée découpée par des séquences de l'acte 1, 2, 3, 5 et de l'autre en bas de la page. 6e acte accompli. Acte 6 regresse en arrière dans les tréfonds un roi fou, mais avant qu'il ait nommé à force des choses, le roi, il feignait d'être fou. Il ne voulait pas, comme ses deux frères, d'être étranglés dans un coin. Et depuis son enfance, il avait appris très tôt de feindre le fou contre les éducatrices françaises dans la présence de son père même. Il faisait fou. Il aimait ses frères. Il les a vus un par un devenus rois de jour, étranglés l'un après l'autre. Il faisait tout pour n'être pas le roi. Il n'avait pas de complice, même pas sa mère. Il avait trop de peur. Et puis, un jour, il n'avait plus de peur. Parce qu'il était devenu vraiment fou. Il n'avait peur de rien. Il était un roi fou. C'est tout. Voilà, la scène commence. Notre roi. Tout le monde se prosterne. Le roi était habillé de ses habits de soir pour dormir.
il les a salués et il est allé à se coucher. Et ce roi, il lisait beaucoup dans son cabinet. Un jour, il a lu ces manuscrits qui écrivaient ces relations renversées entre un certain Anaximandre, un certain maître de grands penseurs musulmans, Aristote. Il a lu d'une manière très captive, parce qu'il touchait au même, au travail de même. S'il feignait d'être fou, parce qu'il avait une capacité de manipuler ses mains encore et fabriquer des objets d'ébénisterie à d'abonneuses, des menuisiers fins, acajou. Il ornementait, il découpait des morceaux et des écailles qu'ils utilisaient, des animaux, des poissons de mer et des différentes couleurs. Il construisait des châteaux en cristal dans son bureau enfermé. Là, il était capable à une main d'or, et c'est ça qui le faisait vivre, ce roi fou. Un jour, il a lu ces lignes d'Aristote qui accusait Anaximandros de comprendre tout à l'envers, d'être trop matérialiste, trop main d'œuvre. Parce qu'Anaximandre disait que l'homme est devenu intelligent et non plus de fou parmi les bêtes, en usant ses mains, sa capacité de manœuvre. Alors, Aristote l'accusait de ne rien comprendre de l'homme, de son existence, de sa subsistance, d'être là, survivre. Et il disait solennellement, comme un roi, alors, je cite Aristote, au nom du roi fou. Anaximandre n'a rien compris en disant que l'homme est devenu l'homme en usant ses mains, la contraste des animaux qui ne savent pas user de leur raison, car c'est seulement l'homme capable de la raison. Et il reste de dire de noésisme. Mais quelle raison? C'est en usant sa raison qu'il a eu cette capacité de œuvrer avec ses mains. Non, disait le roi fou. Non, Aristote ne peut pas être le maître penseur des penseurs d'Andalousie, de Bagdad, de Damascus, de Caire. Non, il est fou, il est un fou. Il ne sait pas comment j'ai survécu, comme je survis pendant ces années, pendant toutes ces années.
Comment j'ai pu résister à la meurtre de mes deux frères après la mort de mon père, avec qui je ne pus rien partager. Concernant mes peurs, je travaillais, j'ai œuvré. Je n'ai pas usé ma raison en vous le voyant. J'ai construit des cathédrales, des temples, des labyrinthes, des passages secrets entre les villes, entre les quartiers d'un palais inusité, d'une haute citerne, romain, byzantin et des égouts. J'ai ornementé tout le dessous de Constantinople. Je n'ai pas signé, je n'ai pas laissé une trace, je n'ai pas donné des sigles et des tétragrammes comme l'alphabet phénicien appelle qu'on use de mon intelligence et de m'en faire un alphabet illisible et à la merci de tout, en usant de mes figures, il oserait se marchander, s'échanger, subsister, se substituer et adopter des fils de chrétiens pour notre eux-mêmes. J'ai dit non. Dieu me pouvoira. Peut-être que j'ai une idée à l'envers de construire un temple, non pas en eau, mais en bassesse, comme les Habeshites éthiopiens, les premiers chrétiens apparemment, les Coptes, et qu'ils voulaient vivre dans l'ombre en Afrique, dans la fraîcheur des eaux. Voilà, dans notre ville, il y a beaucoup d'asthme, c'est-à-dire une église, on ne peut pas fonder un lieu de culte n'importe où. Il faut un susto, il faut quelque chose qui se glisse, des liquides morts qui se mélangent, qui descendent comme aérasement et se ramassent dans une puits au fond d'une pyramide. Là, on peut faire baptême, si vous voulez, une seconde naissance, un nom donné, témoignage, besoin, reconnaissance de sa paternité, sans parler de maternité immonde. À force qu'elle ne passe pas par la parole, la mère du petit dauphin, exagère en ses pressions sous le fils dauphin, alors que le père est complètement muet, n'ayant pas cette capacité de changer l'autre de naissance de ses fils. Ils se sont fait tuer, étrangler par ordre d'âge, l'aîné, mon aîné, et le moi été.
Alors, c'est difficilement reconnaissable la grande faute aristotélicienne. Il n'en a pas un seul. L'imprimaté de Noésios, contrairement à Anaximandre. Deuxième primauté déclarée de Praxis dont il est incapable d'en donner un exemple, sauf sa vie propre, c'est-à-dire Bios Theoreticos, qui s'avère derrière le paravent à l'effervescence de son étudiant Alexandre le Grand, etc. On peut compter, troisième faute, on a déjà compté, d'Aristote. Alors, quel était mon but? D'où je suis venu ici? Pourquoi je suis tout seul? Et dans quel est cet entraînement de la nuit, de cette nuit blanche? C'est plutôt clair. Et voir lire avec sa fille Antigone. Alors, nos grands nous ont appris trois choses. Tous les problèmes sont solubles. On ne peut même pas poser un problème, même si on est un fou, insoluble. Le symptôme, c'est que tout est déjà résolu. Symptôme, dès qu'il y a un symptôme, tout est résolu. Symptôme, c'est la guérison. C'est la sainte totale. De 5 secondes, toute la thérapeutique lacanienne. À la sortie d'une conférence pour aller à dîner. Alors, soyons encore sérieux. Essayons de cerner le sujet en vif. En sonnage vif. Pourquoi et pour quelle raison l'oubli nous frappe avant la mort comme destinée? Pourquoi censure, c'est toujours se transgresser, mais on ne peut jamais transgresser un oubli. Le simple problème, c'est que on oublie ce qu'on a oublié. Et l'oubli, comme sujet, ne s'oublie jamais. L'oubli se symptomatise. Ça donne un signe, deuxième signe, troisième acte, quatrième acte, une cocotier, éclat de lune, cloptement, le sablier, cocotier, courget, fistendu, le telos, atellum, la finalité ultime, la mort, la totalité parcourue, c'est la vie, Héraclite, tout. Voilà, c'est la paysannerie qui fonctionne comme ça. Héraclite, non pas l'obscur, mais l'alien, qui aura des odeurs odènes dans son corps, et qui va au médecin encore plus tragique de rencontre avec son médecin de Socrate, mise en scène par Paul Valéry, c'est encore beaucoup plus tragique parce qu'il n'y a même pas un échange de mots avec Héraclite et son médecin.
soi-disant son médecin. Médecin ne le reconnaît même pas comme homme. Il est sous-homme. Il est un homme qui vit parmi les animaux. Il s'ingurgite les grains. Normalement, les grains, soit qu'on le cuit, les femmes les cuisent pour faire de manger à ces hommes, soit on les dessèche et on fait des instruments musicaux, les grains. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les grains? Il a des œdèmes, il est mort à 60 ans, monsieur Héraclite. Le tir, l'arc, instrument musical, cordes, discorde, harmonie, conflit, problemos, tout est dit. Et l'œuvre, la vie est accomplie. Et en écrit, il a déposé sa marque, c'est-à-dire ses écrits en rouleau dans le temple d'Artémis à Éphèse. Il n'a pas trouvé un endroit meilleur. Il acceptait certaines cérémonies, comme quoi et ce sera une certaine initiation au Logos, et certains il trouvait ridicule, c'est-à-dire il critiquait la religion actuelle, toutes ces praxis, protocoles de cérémonie, c'est-à-dire les moyens d'accéder à la vérité ou au Logos, il le trouvait ridicule, enfantin. Enfantin, c'est jusqu'à Kant, effectivement, critique de l'enfance, enfantillage, colifichère, jouet d'enfance, alors que le Dieu, ou le Chronos, un sous-dieu, disons, catégoriellement, était comme un enfant qui joue au échec. Un enfant, comment un enfant peut faire un relancement d'un jeu d'échecs? C'est Chronos. Alors que Héron, l'autre dieu du temps, ne se trompera jamais parce qu'il est cyclique sur moi apparemment. Alors, voyons, je suis dans mes quoi? Dans mes proches terrestres. Non pas lithographie, hein, même pas. Cyste. D'emblée, pierreuse. Pierre. Je ne veux pas faire le tour du quartier. Quartier au sens de quartier général, de ma souveraineté unique. Avec les fruitiers. Il n'y a pas de cocotiers, il y a des fruitiers. Et si on non pas descendre, surtout pas descendre sous la main, sous la terre. C'est tous les jours les constructeurs ont fait et ont détruit la terre. Je suis très d'accord avec Jean-Jacques Rousseau de bien penser avant de sortir les minéraux, les substances en creusant très au fond les tréfonds de la terre. Il ne faut pas trop renverser la terre. Aujourd'hui, je vois les grandes trajectoires des fourmis qui creusent la terre
pour aller dans une directionnalité qui suivent les crevasses de la terre, et moi, je l'appelle le chemin et je le suis sans les écraser. Normalement, si j'étais un Pasolini, n'est-ce pas, je devrais avoir une guide comme corbeau, mais les corbeaux ne m'aiment pas. Ils volent mon chapeau. Et ils sont trop, plus que les cocotiers, ils sont trop moqueurs. Eh oui, Chris moquait. Alors, reste catégoriser l'incatégorisable parce qu'il appartient peut-être à une autre catégorie, mais qui est compté dans l'autre. Il y a un mélange des genres et une déstabilisation plutôt qui donne lieu à des malentendus. Mésentendre, je vais parler tout simplement de ce qu'on appelle Namas, dont le nom appartient pharisien, à la langue persique. Dans le Coran, c'est simplement nommé comme salat. Salat, c'est-à-dire une cérémonie religieuse musulmane qui consiste à prosternation et se rester au début et assis. Et pilier. Il n'en a que ça. Accompagnement des prières mémorisées avec une mémoire intériorisante, si vous voulez, intérioriser, et un acte, une praxis, une obligation de l'ordre de Pascal, Mimre, etc. J'avais murmuré, apprenez par cœur la poésie, poétisant, diphtéron, etc. Bon, est-ce qu'il faut expliquer dans cette piste-là ou bien dans l'autre piste schématisme, mnémotechnique et régularité comme une horloge de sable ou d'une orgue hydraulique qu'on trouvait dans plusieurs villes romaines. 5 fois par jour, et sans une orgue hydraulique, c'est-à-dire une horloger hydraulique des villes romaines, quelqu'un fait un appel à la rassemblement vers Slamung. Donc il s'agit d'un petit village. Une petite cloche aura pu faire l'affaire. Mais une voix vive, une voix Habashi, c'est-à-dire éthiopien, un nègre musulman qui sert à l'arrière, dans l'arrière, pure musculature et une voix gausienne, etc. L'acte accompli, prosterné, c'est une réponse à une question. À quoi le mot fort que je cherche, prosterné, aduler. Qu'est-ce qu'on doit aduler? Voilà la question essentielle, primitive de très introduction à l'anthropologie de école normale, école des autres études supérieures. Et quoi? Aduler?
ta femme, ta gueule, plusieurs bruits. C'est ça, le bruit de fond, on oublie trop. Dans une procession, dans une prosternation, dans une fêterie, que Héraclite trouvait ridicule de leur irrégularité sûrement et de leur fin quasi tragique qui n'arrive pas à accéder à Logos sûrement qui aura donné lieu à des disputes le lendemain. Après grande orgie dionysiaque, je parle très précisément thracien, en ce qui concerne culte dionysiaque en tout cas. Les autres olympiques, effectivement, bien gardés, c'est un marchandage de donnant, gagnant, une affaire bancaire et tout ce qui concerne le temple grec, c'est l'affaire de input-output des biens, y compris Kaaba. Je suis sûr et je suis prêt à jurer. Mais quel Kaaba de Abraham, avant Abraham, du père d'Abraham. Voilà le vif du sujet, tragédie inaccomplie. Ah, j'ai trouvé. Troisième faute aristotélicienne, décrivant tragédie. Tragédie, hein? Non, pas un drame. Très pédagogue. Dans chaque tragédie, dit Monsieur Dixit, Aristote, il devait y avoir des personnages qui s'échangent en paroles. Il devait y avoir des conversations forcément dans une genre appelée tragédie. Répété et appris par Gérard Genette et puis par plusieurs aussi. Alors, s'il manque de conversation, échange de paroles, hello, Monsieur Courbet, bonjour, Monsieur Courbet, comment allez-vous? Je vous achète tous vos œufs. Bienvenue, bien installé, bien dormi, Monsieur Courbet, l'origine du monde, Monsieur Courbet. Voilà, ce genre de conversation fait une tragédie. J'ai bien compris. J'en prends l'acte. Et je vous ai déjà joué une scène de tragédie, Monsieur Courbet. J'ai déjà utilisé et en fait un film. Alors, pour aller vite, donc, troisième faute d'Aristote, enchaîner la tragédie, ne serait-ce que, n'est-ce pas, pour entrer développement et la conséquence, on a besoin d'une conversation qui, pourquoi, qui dit quoi. C'est la faute de dialogue platonicien d'ailleurs. À la différence de Héraclite, non pas le fou, mais l'aliéné, qui a coupé ses liens et qui a des œdèmes, qui va mourir. Donc, voilà, on a conjecturé tout, faute d'Aristote, quoi qu'il dise de catharsis, qui ne comprend pas. Une catharsis mesurée dans le discursivité, et voilà, ça entre dans le genre de tragédie. Mais on n'est pas dans les tragédies, on est dans les processions dionysiaques. Là où il n'y a pas de conversation, là il y a des morts, il y a des prégnants, il y a des foutus, et il y a des morts, il y a des survécus, il y a le lendemain des litiges. Donc, vraiment paix.
Si la paix, c'est Héraclite. Héraclite, c'est-à-dire une logos, logisante et logisante, un jour accompli, au moins un jour de Dieu, un jour, dies. 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 Iore, ainsi que Dieu a jugé ce jour-ci. C'est la justice, c'est-à-dire justice au sens non pas de l'homme, bien sûr, ni Apollon, rien à voir avec Athéna, au sens véritable. Et non, même pas justice au sens de vengeance, c'est-à-dire de la loi de Talion. Sinon, il n'y a pas de fête ni procession dionysiaque. C'est ça un programme politique. Non pas une fête pour le Dieu. Voyez, où nous sommes descendus dans la bassesse de la phénoménologie de soubassement, dans nos recherches de soubassement. Là, je juge que Héraclite n'était pas assez dans ses paroles telles qu'il nous a resté, assez pré-socratique. Il connaissait déjà la valeur de l'or, la valeur de marchandise, d'une manière bien sûr primitive, mais ce n'est pas lui qui serait coupable. L'or comme un instrument d'échange. Mais l'or, dans quel sens l'or? L'or au sens fondu, magma, même cuivre, fondu, comme instrument d'échange, un billet doux. Un billet doux comme magma, voulez-vous votre face à l'échange de votre bien structuré en structure dessinée en gestalt superposable sur lui-même comme signe échangeable, substituable, reproductible. Voyez, toucher le magma dans la philosophie, c'est la substance unique qu'on cherchait auparavant, que seulement moi que vous ai explicité en détail, en logoï, univoque, équivoque. Polo Kai. Donc après cette grande éclairage, illumination sur la philosophie d'Aristote, qui nous fait couper par un jeu mnémotechnique notre développement sur ce qui est sur salat, namaz en islam, mais dans le cadre, bien sûr, de la tragédie et le spectacle, qui dépasse une représentation, qui devient une procession, c'est-à-dire un vrai rite vécu ensemble, comme un repas eucharistique. Donc, moi j'avais imaginé d'avant, juste au début, aujourd'hui, non pas hier, parce que 2 enregistrements préalables datent d'hier, et aujourd'hui, au début de mes enregistrements, j'avais imaginé une certaine possibilité d'une
non pas représentation, mais d'une tragédie en scène. Quelqu'un joue suivant toutes règles. Quelqu'un, non pas joue, mais exécute prosternation islamique sur scène, à l'italien devant les spectateurs. Qui peut être mixte, bien sûr, c'est-à-dire de différentes obédiences, chrétiens, juifs, hindus, musulmans. Eh bien, c'est-à-dire le matin, l'après-midi, le soir, ça change. Donc, tout connaisseur musulman se distingue aussi selon son secte dans la procédure de prosternation, dont il y a un début, plié, prosterné et assis. Encore prosterné, assis et debout, etc. Donc il y a un ordre qu'il ne faut pas se tromper, c'est une règle stricte. Et ça change 5 fois, selon 5 séquences de la journée, et dans le jour de fête de sacrifice, dans le jour de fête Ramadan, il peut y avoir le matin, c'est-à-dire dans la mosquée, il peut y avoir des variations et des rites différents, etc. Strictement encodé ce qu'on appelle rite extérieur, intérieur, intériorisant, intériorisé d'une religion, entre autres. Et alors, quel rapport avec spectacle? Moi, je projetais ceci sur la scène. Sur la scène. Non, normalement, c'est une scène intime, mais faite. C'est pas une scène d'abord, c'est une partage communautaire, communion dans une mosquée, dans un lieu de culte, ensemble, on fait ensemble, donc c'est pas privé, on peut faire en privé, mais on ne fait pas sur scène pour qu'on le voit, qu'on juge esthétiquement de l'extérieur. De quoi on jugerait? Il ne s'agit pas d'une leçon de pratique d'apprentissage, etc. Là, ça m'intriguait. Je n'ai pas trouvé une solution aristotélicienne de catharsis ou de simple curiosité des Nations Unies ou des États d'alliance qui sont venus pour voir les esclaves dans le quartier général, comment ils prosternent sous le projecteur, sous la lumière, le soir, comment ils nous démontrent avant que nous continuons à notre affaire de occupation, etc. C'est-à-dire une scène abjecte. Ça peut devenir une scène abjecte. Ça peut devenir quoi? Ça peut devenir plusieurs choses. C'est pas un spectacle, je sais, mais il y a quelque chose de spectaculaire, du seul fait qu'il soit phénoménal, visible, mouvementé, kinésiste, accompagné par la parole, déchiffrable, partageable. C'est ça, une culte, je parle d'un culte, de messe basse ou haute, une culte, et j'aurais voulu, non pas à toute prière de par expérimentation gratuite, non, jamais sous scène, moi, non, essayez pas, mais pensez.
Moi, j'ai pensé de toutes sortes de performances encore plus alchimistes jamais réalisées. Et tout est écrit et je veux en parler s'il faut. Mais pourquoi jouer avec l'extérieur, intérieur, théâtral, côté théâtral, et avec ce concept que j'ai appris comme concept, mais comme pratique, je connais bien sûr, de part théâtral. C'est pas une deus ex machina, ça n'a rien à voir, une pratique que je pratique quotidiennement dans les rues d'Istanbul, dans anomie, c'est-à-dire personne ne s'intéresse à ma parole, personne ne s'intéresse à une certaine considération sur un sujet, sur la pratique qu'on est en train de faire une marchandise. Personne ne s'intéresse à personne, personne ne s'écoute, personne ne donne aucune valeur à la parole d'autrui, etc. Donc, dans une bassesse de la phénomène de la bassesse, bien sûr qu'il faut porter de grandes noires lunettes pourquoi? Pour fermer complètement tout rapport à l'extériorité. Ça, c'est ma pratique théâtrale, non pas théâtrale, c'est pas pour mimétisme, mais pour survie. Pour survivre, au sens de pèse neuf, c'est-à-dire une hémostatis, équilibre, pour ceux qui ne comprennent pas grec. Alors, cette grande purification, un mouvement de prosternation doit être instructif pour les autres païens qui n'en connaissent pas le goût, ni le sens intime, ni le sens interne, ni la temporalité, ni le mouvement agile, etc. Il faut la montrer aux goy, païens, au sens de travaux de Thomas d'Aquin, gentil. Il faut montrer aux gentils comment on prosterne en toute paix, parce que l'islam, étymologiquement en arabe, aura voulu dire ce qui se soumet, à qui? À Dieu, bien sûr, mais ce qui est soumis à tout, c'est-à-dire à tout ce qui vient, à tout ce qui vient au sens de destin, Geschichtlichkeit, de ce qu'on a envoyé. Donc, un stoïcisme total qui est devenu une religion arabe, qui s'est a trouvé des moyens de progresser justement dans la région même où le stoïcisme a eu ses ressources de l'Égypte jusqu'à Carthage, même au-delà, Fès, et finalement l'Espagne, dans l'Asie. Les Grecs, ils étaient déjà prêts à tout, c'est-à-dire au sens où indifférence totale à ce qui se passe, ce qui vient, ce qui sort, ce qui rentre dans leur territoire, pourvu qu'il y a une chèvre et quelques instruments musicaux, flûtes, de pastoral, des choses comme ça. Voilà, ils sont tombés dans le temps heureux, c'est-à-dire pastoral. Leur
industrie lourde, leur Héphaïstos, leur toute intrigue, toute leur cachette, toute leur lourdeur, toute la politique sont passées tout à coup aux voisins, c'est-à-dire entre guillemets bien sûr, barbares, selon la définition de Constantine Cavafis, vu de le côté simpliste, peut-être simpliste, pastoral de la Grèce moderne. Moderne jusqu'à le coup d'État. Jusqu'à le coup d'État. Moderne au sens, je pense, du 19e siècle. Fantastique. Fantastique en Athènes. Infernal à Constantinople. Je pense uniquement du point de vue des Grecs. Point final, au revoir. Cette scène dernière, finale, semble réfuter que le 19e siècle de la Grèce aurait été perdu à Constantinople. Les Grecs du 19e siècle, à mon avis, ils se sont beaucoup fructifiés à Constantinople. Ils ont quand même négligé leur véritable Hellas. Ils ont fait des investissements au sens où ils ont gagné à Constantinople et dans les terres d'Anatolie, et ils ont réinvesti dans les quartiers de Constantinople. Donc, c'est une tour de destin qu'il faut lire par les historiens et les philosophes attentivement. Au-delà de tous les discours de bassesse idéologique du côté de Hélène, et encore beaucoup moins de mesures par les Turcs qui sont quand même avec les grands historiens éclairés, et ils ont commencé avec Fuad Köprülü tout d'abord. Ils ont éclairé la situation complexe et le peuple turc ne s'intéresse absolument pas ni au destin, ni à l'origine, ni au futur des Grecs depuis qu'ils sont devenus modernes, au sens où par la force de OTAN, notre Atlantique maléfique organisation, il y a eu un certain programme, c'est-à-dire envoyer à leur pays, qui n'existe même pas, les Grecs d'Istanbul. Alors, c'est un sujet que ne va pas clore, mais c'est la tragédie même. Okay. Mon rapport au rituel, etc., c'est se fermer les yeux, en discrétion, etc. Jamais dans une scène italienne. Ce sera une obscénité au sens où Marlon Brando ou Marilyn Monroe de Andy Warhol en
en quoi? En production sérielle de photographie en toutes couleurs, comme j'ai fait souvent pour nous montrer un picture que je trouve trop statique et tristement stagnation, comme dans une aspectisme, pour en faire deviner l'autre côté de la chose, qui ne se donne absolument pas en image, bien que contextualisé, c'est-à-dire devenir un tableau. Adieu.